RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour sur le plateau de Mardi Politique sur France 24 et RFI avec notre invité Yannick Jadot. Vous êtes donc candidat à la primaire. Vous avez gagné la primaire et vous êtes décidément, j'ai du mal avec entre les Verts et Europe Écologie Les Verts. Bref, vous êtes le candidat des Verts à la présidentielle. Candidat de l'écologie. C'est une primaire ouverte de l'écologie qui m'a désigné avec plus de votants en dehors du mouvement Europe Écologie Les Verts qu'au sein d'Europe Écologie Les Verts. Non, c'est très simple. C'est une primaire ouverte de l'écologie. À partir du moment où tous ceux qui se reconnaissaient un moment dans la nécessité de ce vote se sont exprimés, je suis le candidat de l'écologie. Alors vous nous expliquerez pourquoi vous étiez pour une primaire de la gauche et finalement vous n'y êtes pas. Mais on va parler quand même un mot de la Syrie, puisque le 13 décembre, vous avez écrit une tribune dans Le Monde, coécrite avec Raphaël Glucksmann, titrée « Alep crève, mobilisons-nous ». Entre-temps, la résolution proposée par la France a été votée hier à l'unanimité par le Conseil de sécurité pour envoyer des observateurs. Alors, un peu tard, mais vous dites c'est déjà ça ? C'est une résolution largement coécrite par les Russes. Tant mieux si la France en tire le bénéfice. Tant mieux s'il y a des observateurs qui vont aujourd'hui à Alep. Mais c'est la résolution qui prouve que nous avons perdu, nous. Si on défend les droits de l'homme, si on défend la démocratie, si on défend les libertés, c'est que nous avons perdu. Nous savons bien que Vladimir Poutine, aujourd'hui, il accepte des accords quand il a déjà gagné, quand il n'a plus rien à perdre. Et que nous ne sommes pas parvenus jusqu'à maintenant à créer vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui a quand même, c'est lui qui écrit l'autorisation de chaque balle tirée à Alep, de chaque bombe envoyée sur les enfants, les femmes et les hommes à Alep. Donc nous n'avons pas créé le rapport de force vis-à-vis de Vladimir Poutine pour contraindre à un cessez-le-feu et éviter les massacres. Et moi, je vois bien les indignations, elles sont légitimes. L'horreur à laquelle on a assisté chaque matin, chaque midi, chaque soir, devant nos écrans ou derrière nos radios ou à lire les journaux. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a qu'une façon aujourd'hui de créer un rapport de force avec Poutine. Mais vous écrivez, c'est un terroriste. Il faut lui faire la guerre alors ? On ne fera pas la guerre à Vladimir Poutine. On n'enverra pas des soldats en Syrie. Ça, c'est notre réalité politique européenne. Et ce serait probablement une erreur dans le contexte aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on laisse Poutine massacrer toutes les rébellions, y compris celles qui voulaient d'abord la démocratie. On sait que Poutine a d'abord massacré et bombardé les démocrates. Est-ce qu'on est sûr de ça, hein ? Oui. Vous êtes allé, les rebelles, est-ce que vous les connaissez ? Non, mais attendez, moi je lis j'écoute tous les experts. J'ai travaillé avec le maire d'Alep. Il y en a qui sont beaucoup plus réservés sur cette question. J'ai travaillé. Ah si, il y en a. Non, à Alep-Est, ils avaient viré Daesh en 2014. Daesh c'est aussi une coproduction du régime Assad. Il a libéré les islamistes qui ont créé Daesh pour aller cogner la rébellion démocratique. Le point de départ de la guerre en Syrie, ce sont des manifestations démocratiques. La seule façon aujourd'hui de contraindre Vladimir Poutine, qui tient les clés du bazar, c'est de le toucher là où il est sensible. Où sont sensibles ? Pas les sanctions contre le peuple russe, qui est lui-même victime de Poutine. Ce sont les sanctions contre les oligarques russes. Il y a ce qu'on appelle la liste Magnitsky, qui est un avocat russe qui a été tué en 2009, et qui fait la liste des oligarques auteurs, complices de ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et qui les interdit au moins de territoire européen, gèle leurs avoirs, leurs biens mobiliers et immobiliers. Vous savez que malgré tous leurs discours anti-occidentaux, ces oligarques, ils achètent à coups de milliards ça change rien dans nos pays. À Poutine. Non, si, parce que là, quand on touche à cette oligarchie dit « Ah, on a un problème ». Parce qu'on sait bien que sinon, les Européens, les Américains ne feront plus rien. La deuxième chose, c'est son orgueil. La Coupe du Monde. Vous imaginez aller commenter, après les massacres de femmes, d'enfants et d'hommes en Syrie, de dire « Ah ben la France a fait match nul contre le Danemark à Moscou ». On ne peut pas faire ça. On ne peut pas aller jouer au football dans un pays qui organise délibérément des massacres. Donc moi, j'appelle à organiser le boycott de cette Coupe du Monde, de la déplacer.
On peut faire ça dans l'Union européenne. Vous proposez qu'elle ait lieu en France? En France, on a toutes les infrastructures. Je serais heureux. Ouais. J'adore le foot. Ouais. Donc je serais heureux qu'elle ait lieu en France. On peut faire ça dans l'Union européenne. Mais si cette proposition-là, vous êtes le seul à la faire ou vous êtes soutenu dans cette démarche? Il y a une pétition sur change.org. Moi, je crois qu'on ne peut pas, si vous voulez, ça apparaît d'une certaine façon déconnecté des massacres en Syrie. Mais on doit utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour créer le rapport de force et qu'on ait donc la négociation avec Poutine. Mais pas une négociation où à chaque fois on s'indigne, il signe et la minute d'après, il envoie des bombes et il génère l'horreur. Alors vous vous inquiétez des 3 candidats à la présidentielle qui auraient une certaine indulgence avec... Complaisance avec Poutine. Donc il s'agit de François Fillon, bien évidemment, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Est-ce que vous caricaturez sur, par exemple, François Fillon? Est-ce qu'on lui colle cette étiquette? Est-ce qu'il y a des preuves réellement dans le fond? Moi, je regarde ses déclarations, y compris pendant la primaire. Ouais. Il a dit, moi, je suis du côté de Bachar el-Assad et de Vladimir Poutine. Donc il l'a dit, il l'a pas dit tout à fait comme ça. C'est quand même extrêmement explicite. Le Front National est sur la même position, y compris, ils sont financés par des banques russes. Et vous avez entendu, comme moi, Jean-Luc Mélenchon dire « Poutine va régler le problème en Syrie ». Donc, et vous les voyez ne pas intervenir face à un massacre qu'on a sous les yeux. Ce qu'ils disent quand même au fond, c'est qu'entre Bachar el-Assad et l'État islamique, de 2 mots, il vaut mieux choisir le moindre. Est-ce que vous réalisez que quand on fait ça, on a toujours les deux? Ce sont les dictatures aussi qui génèrent ces mouvements islamistes ou ces mouvements terroristes, où c'est l'histoire de la Syrie, le démarrage de cette histoire. Ce sont des gens qui manifestent pacifiquement parce qu'ils veulent plus de liberté. Ce que dit au fond le message de Vladimir Poutine. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui en Syrie, il y a une opposition laïque et démocratique? Mais elle est de moins en moins. On l'a laissé se faire massacrer, vous le savez. Donc le message de Vladimir Poutine au monde, c'est « Vous voulez des révolutions en Ukraine ? À Moscou, à Grozny, à Alep, vous aurez la guerre. Vous voulez plus de liberté? Vous aurez la mort. Est-ce que c'est ça, comme ça, qu'on va construire un monde pacifié? L'histoire, si vous rentrez dans cette truc-là, qui est de dire soit c'est Bachar el-Assad, soit c'est l'État islamique, vous aurez toujours les deux, vous n'aurez jamais la démocratie. Les deux se renforcent. Ce sont des alliés objectifs. On va parler de votre projet, mais quand même un mot sur Christine Lagarde. Donc, la Cour de justice de la République a estimé que l'ancienne ministre était coupable de négligence dans l'affaire Tapis Adidas. Concept du coupable mais pas responsable. Premièrement, est-ce que cette cour a lieu d'être? Et est-ce que ce résultat alambiqué, dans le fond, ce n'est pas pour ces contorsions pour que Christine Lagarde garde son poste au FMI? On ne dégage pas comme ça une directrice du Fonds monétaire international. Eh bien, c'est un exemple. C'est la justice entre nous, la justice entre soi, la Cour de justice, et qui décide par rapport à une affaire entre soi. Non, mais c'est un jugement inaudible. Enfin, on ne comprend rien à ce concept coupable, mais pas responsable. Oui, ça, on ne comprend rien. Ça, incontestablement, ça ne fait que laisser dans l'opinion publique l'idée que quand on est aux responsabilités, quand on est dans le petit cercle, on a beau être coupable, on n'est pas condamné. Donc c'est ça le sujet. Mais au départ, c'est quand même un tribunal, une cour d'arbitrage qui est un règlement politico-financier entre amis. Enfin, c'est quand même Tapie, Sarkozy, Lagarde, Borloo, ils étaient quand même copains comme cochons. C'est quand même ça au départ l'histoire. Donc on a choisi... Christine Lagarde a toujours dit qu'elle n'était pas copine du tout. Elle n'est pas copine, mais en même temps, elle est condamnée pour négligence. Donc voilà. Donc elle a quand même laissé faire. Elle n'est pas condamnée, elle est reconnue coupable. Elle est reconnue coupable. Bon, d'accord. C'est là que... Non, mais je sais bien, vous avez raison. Ce point que le débat vous avez raison, vous avez absolument raison. Donc c'est bien un règlement entre amis. On a utilisé des cours d'arbitrage pour que, en laissant des milliards partir par l'État. Et après, la Cour de justice de la République est aussi une affaire entre soi insupportable. Ça veut dire que finalement, ceux qui détiennent le pouvoir, ils s'arrangent entre eux. Ça donne la pire des impressions. Ça renforce la défiance des électrices et des électeurs vis-à-vis de l'ensemble des responsables politiques. On a quand même des affaires incroyables sur Sarkozy. Ouais. Il a quand même été candidat à la primaire. Ça n'existe pas dans un autre pays au monde. Vous avez un candidat, François Fillon. Il a quand même touché pendant 5 ans où il était député. Il a quadruplé son salaire
avec une société de conseil. D'accord ? 2F Conseil. Sa société de conseil, il est tout seul. Il n'est pas le seul. Oui, mais il est candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui. En tout cas, moi, je n'ai pas de société de conseil. Société de conseil, il quadruple son salaire pendant 5 ans. Il quadruple son salaire pendant 5 ans. Ouais. Et ce monsieur qui est candidat à l'élection présidentielle... Ça, c'est légal ou pas ? C'est légal parce qu'il a enregistré sa société de conseil 8 jours avant l'interdiction de le faire. Parce que quand vous êtes député, vous ne pouvez plus le faire. Et il est candidat à l'élection présidentielle, il touche 17 000 € par mois de clients et il dit c'est le secret commercial, je n'ai pas donné mes clients. Vous pensez que ça construit de la confiance entre les citoyennes, les citoyens et leurs élus? Est-ce que vous le soupçonnez d'avoir des clients peu recommandables? Je ne le soupçonne pas, je dis que son silence crée le soupçon. On a quand même, quand on va devant les électeurs pour une élection présidentielle, avec l'enjeu de notre souveraineté nationale, de notre indépendance, il est quand même normal de savoir si vous avez travaillé pour des grosses boîtes, ça peut être totalement légitime, ou ça peut l'être un peu moins, si vous avez travaillé pour des entreprises étrangères. C'est quand même le minimum de savoir ça. Quand vous avez un programme qui veut casser l'assurance maladie, qui casse le versement transport, qui finance 80% des transports collectifs dans les collectivités, et qu'il est complaisant et qu'il est ami avec Vladimir Poutine. On va passer donc chez vous, chez les écologistes. Alors, il y a un an, vous plaidiez avec Daniel Cohn-Bendit, Thomas Piketty et d'autres pour une primaire à gauche. Vous avez même signé une pétition et on vous écoute, c'était il y a presque un an. C'est pas un appel contre François Hollande, c'est pas un appel contre les partis politiques, c'est un appel pour un débat, pour que les citoyens se réemparent de l'élection présidentielle, et c'est un appel pour qu'au fond, il y ait une dynamique à gauche qui soit l'équivalente de la dynamique à droite. Bon, bah alors pourquoi vous avez fait bande à part ? Ah, mais je ne fais pas bande à part, je suis parfaitement cohérent avec cette position-là. Non, mais vous n'êtes pas allé dans la primaire à gauche. Non, il y a une primaire socialiste aujourd'hui. Ah oui. Oui, mais ce n'est pas la gauche. Oui, enfin, il y a des écologistes, pardon. Oui, enfin, il y a un écologiste un peu perdu. Un peu perdu. Non, il n'est pas perdu pour sa circonscription. Il y aurait deux gauches et il y aurait deux écologismes. Attendez, il y a un mouvement de l'écologie politique. Faut quand même. C'est pas parce que François de Rugy est parti qu'ils ont décidé de soutenir un gouvernement qui tourne le dos tous les jours à l'écologie, qui sont encore incarnant le mouvement de l'écologie politique. Attendez, la COP 21, ce gouvernement. Je vais répondre à la première question. Question. Quand on a porté cette primaire de toutes les gauches et des écologistes, l'idée c'était quoi? Un grand débat citoyen. De ce grand débat citoyen naissait un socle de propositions sur lesquelles les candidats travaillaient, se distinguaient, portaient un contrat de gouvernement. Là, c'est la primaire socialiste. C'est le règlement de compte entre les anciens ministres du quinquennat Hollande. Ça n'intéresse pas l'écologie. Vous dites l'accord de Paris. J'ai dit génial la diplomatie française. Très bien. Bon, c'est quand même 195 pays qui travaillent depuis des années là-dessus. Mais la diplomatie française a fait son boulot. Le problème que dit l'accord de Paris... C'est quand même François Hollande qui a accueilli tout ça. D'accord. Oui, il les a accueillis. On est d'accord. Le terme est très bien choisi. C'est François Hollande qui les a accueillis. Simplement... il a assuré l'hôtellerie, c'est ça, en fait. J'ai dit que j'avais dit que la diplomatie française avait très bien travaillé. Donc je peux le répéter 3 fois. Laurent Fabius et son équipe avec Laurence Tubiana. Bon, alors donc... Mais simplement, qu'est-ce que dit l'accord de Paris? C'est que maintenant qu'on s'est fixé un objectif ambitieux sur le climat, il faut que tous les pays travaillent. Et tous les jours, qu'est-ce que fait ce gouvernement? On met l'argent à fond perdu dans le nucléaire, alors que le monde se tourne vers les énergies renouvelables. On soutient le diesel alors que ça nous pollue la vie, les poumons et les artères tous les jours. On soutient Notre-Dame-des-Landes, qui est un projet totalement contradictoire avec le climat. Quand un gouvernement, malheureusement, est tellement incohérent entre son discours et les actes, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire dans une primaire socialiste qui soutient ce gouvernement? Il va défendre l'écologie. Mais défendre l'écologie, mais de cette primaire socialiste, vous allez voir, l'écologie sortira aussi essorée qu'elle l'est dans le débat public. Moi, je veux donner de la cohérence. Mais vous n'en savez rien, madame. Vous n'en savez rien, madame. Cohn-Bendit, il vous lâche. En plus, il va draguer Macron. Non, Cohn-Bendit, il dit « Je soutiens Jadot pour l'écologie et si Macron est le seul qui peut gagner, à un moment, il faut réfléchir. » Simplement, aujourd'hui, on a besoin, si on ne lutte pas contre le dérèglement climatique, si on ne lutte pas contre l'explosion des maladies chroniques liées aux pollutions, si on ne lutte pas contre la fin de l'extinction des espèces ou l'épuisement des ressources, notre avenir sera sombre pour tous. Dans quel que soit le coin de la planète où on habite, quelle que soit sa classe sociale, cet avenir sera sombre et il sera terrible pour ceux qui sont les plus vulnérables. Et donc, il faut mettre en place des politiques pour ça.
Et donc, il faut mettre en place des politiques. Quand je propose, à travers la transition écologique, de relocaliser les emplois sur le bâtiment, la rénovation des logements, c'est pour que les Françaises et les Français payent moins cher l'énergie, qu'ils aient une facture moins élevée, et ça donne du boulot à des artisans, à des ouvrières, des architectes du bâtiment. Quand je me bats pour les énergies renouvelables... On va parler de ça, mais d'un mot tout de même sur votre candidature et sur la primaire. Vous allez essayer de faire le meilleur score, ça va sans dire. Vous préparez, vous réfléchissez à un accord quand même pour les législatives. Mais non. Les législatives, alors vous n'avez plus de députés. Un accord avec qui? Justement, c'est la question que je vous pose. Et ben voilà. Vous n'avez pas la réponse et moi non plus. Ah non, parce moi que j'ai pas de réponse ici, j'ai des questions. Alors lui, c'est la politique qui l'intéresse, moi c'est l'écologie. Non, mais franchement, aujourd'hui, on aura des candidats de l'écologie pour les législatives. On a besoin, franchement, dans ce monde, est-ce qu'on va simplement se dire, avec des programmes politiques qui nous disent, vous savez, ça fait 30 ans qu'on propose les mêmes recettes, visiblement ça n'a pas marché, mais on va quand même vous proposer exactement les mêmes. Alors, à droite, on nous dit, vive les années 50 du point de vue sociétal, vive les années 80 du point de vue économique. Moi, j'ai des propositions qui nous projettent dans l'avenir. Yannick Jadot, c'est... en 2050, donc dans 33 ans, 100% d'énergie renouvelable en France. Oui. Une société nouvelle qui change le rapport de la France au monde, dites-vous. Absolument. Ça, effectivement, ça s'entend. Mais est-ce que ça n'est pas totalement illusoire non. Cette transition? On est à 15% aujourd'hui, passer à 100% en 33 ans. Mais... il y a un scénario de l'ADEME, qui est quand même une agence publique française, qui a fait un scénario 100% renouvelable. Il y a des scénarios européens, il y a des scénarios montés par les experts. Ça coûte combien Ça coûte beaucoup moins cher que de rester dans le statu quo et de poursuivre avec le nucléaire. Aujourd'hui, les énergies photovoltaïques et éoliennes sont autour de 40 à 50% moins chères que le nucléaire. 40 à 50% moins cher que le nucléaire. Au niveau mondial, aujourd'hui, le monde investit à plus de 60% dans les énergies renouvelables. Est-ce que la France, on va rester en dehors du monde, ou est-ce qu'on va se dire, c'est génial, parce qu'en plus, ça crée des emplois, en plus, ça relocalise l'économie, en plus, ça fait de la réappropriation citoyenne d'un sujet essentiel qui est notre énergie, et en plus, ça nous rendra plus indépendants de la Russie, des pétromonarchies du Golfe ou de l'uranium nigérien. C'est quand même... C'est un nouveau modèle de société, vous avez raison, au sens où on se réapproprie les sujets essentiels. C'est pas EDF qui décide dans son coin avec l'État dans totale opacité. C'est pas ExxonMobil ou Total qui nous fait du pétrole, qui finance les dictatures en Afrique et ailleurs et qui a financé la campagne de Trump et son climato-scepticisme. C'est les citoyens qui se réapproprient l'énergie et qui créent des emplois locaux, des entreprises, des emplois locaux, de l'innovation. Il y a plein de boîtes françaises qui ne trouvent pas de débouchés aujourd'hui alors qu'elles sont potentiellement les meilleures du monde sur les énergies renouvelables. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean Tirole, donc le prix Nobel d'économie, qui veut faire payer aux États le droit d'émettre du carbone? Est-ce que c'est une bonne solution? Écoutez, il y a un enjeu essentiel aujourd'hui lié à la lutte contre le dérèglement climatique, c'est de donner un prix élevé au carbone. C'est ça, le dérèglement climatique, c'est le carbone. Ouais. Donc, tant que... Il y a tous les États, donc du coup... bien sûr. Oui. Après, c'est chacun selon sa responsabilité, selon ses moyens. Un Burkinabé, aujourd'hui, il émet 0,3 tonnes de carbone par an. C'est pas lui qu'il faut taxer. Non. Lui, il faut lui permettre à la fois de s'adapter au dérèglement climatique et d'avoir un développement plus propre. Mais c'est en plus ce qu'ils sont en train de faire. Les énergies renouvelables, c'est la première source d'installation électrique en Afrique aujourd'hui, dans les pays du Sud. C'est pas un truc de riche. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est le truc décentralisé. Oui, mais comment on rattrape ce retard qui est... c'est 15% aujourd'hui. Mais parce qu'on peut aller très très vite. On peut, si on décide de sortir du nucléaire en 20 ans, pas demain, en 20 ans. Vous avez vu, les Allemands, ils ont fait du charbon. Non, les Allemands, ils font du charbon. Vous avez raison, mais vous allez voir quand Angela Merkel, après avoir confirmé la sortie du nucléaire, va sortir du charbon, parce que le prix du charbon, à un moment, s'est tellement effondré sur les marchés mondiaux que les centrales charbon ont remplacé les centrales gaz en Allemagne. Mais évidemment, c'est un problème, le charbon. Mais en même temps, l'Allemagne a créé 400 000 emplois sur les énergies renouvelables. Toutes les villes s'en emparent, les coopératives s'en emparent. Ils ont des industries qui innovent et qui embauchent. Est-ce qu'on a envie
d'embaucher? Est-ce qu'on a envie d'innover? Est-ce qu'on a envie que les citoyens soient acteurs de leur destin? Ou on a envie d'être sous la coupe d'ExxonMobil, de l'Arabie Saoudite et de Vladimir Poutine? Merci Yannick Jadot. C'est la fin de cette émission et merci à Pauline Hellman, Audrey Yattoni qui nous ont aidés à la préparer. Bon, j'espère que je vous ai convaincu parce que vous êtes très dur sur l'écologie. Donc j'espère que je vous ai convaincu un peu. Vous êtes très bon. Pour revenir parce qu'à mon avis, il y a un processus à engager, un peu sérieusement. On se retrouve en 2017. Merci.